Merci Servan de me passer cette redoutable mission là, de conclure des journées aussi riches. La première chose que j'ai envie de vous dire d'abord, c'est que je ne regrette pas d'être venu. Je ne regrette pas d'être venu parce que ce n'est pas le premier colloque ou journée qu'on me demande d'animer ou de suivre. Et là, je ne me suis vraiment pas ennuyé, quoi. De chaque intervention, alors j'ai le choix j'ai hésité entre, soit je fais un résumé de chaque intervention, mais là, en un quart d'heure, je ne vais pas y arriver. Et je vais vous dire plutôt ce que je ressens. Je voulais vous montrer, avant de partir, quand même, très brièvement, j'ai retrouvé un vieux numéro de Connaissance des Arts qui date de 1971. Je ne vais pas vous le lire, hein, l'article, parce que c'est un dossier qui est important, mais je vais vous lire au moins uniquement les têtes de chapitre et les réponses, des préconisations. Certaines vont vous faire sourire, parce qu'on se dit peut-être qu'en 40 ans, avons-nous progressé? Je répondrai à cette question-là à la fin de ma conclusion. Alors, ce qui menace les églises, et ce que l'on peut faire pour les sauver, voilà le thème du dossier, en 71, je vous le rappelle. Donc, les églises agonisent parce que les campagnes se dépeuplent et les villes se transforment, le culte évolue. Même vides et isolés, il faut les conserver. La campagne attirera de plus en plus de citadins qui ont besoin de calme et de détente. Voilà. Prophétie de 1970. Seconde, l'absentéisme du nombre des fidèles diminue beaucoup, trop souvent, et l'entretien de la maison de Dieu est négligé. Il faut donc attirer les gens pour qu'ils portent intérêt à l'Église. Des solutions, y organiser des concerts et des spectacles de lumière. Troisième item, le manque de soins est souvent faute d'argent et de goût. Dit-on, c'est Connaissance des Arts aussi. Les églises se dégradent, faute de protection, on les dévalise. Il faut donc entretenir les églises, engager des gardiens, sceller les statues, constituer des trésors efficacement protégés, bien présentés. Le quatrième, le remploi. Le remploi. Alors, spacieux, bien des édifices religieux ont, depuis la Révolution, fait du service laïque, souvent au péril de leur vie. Il faut leur trouver des affectations qui n'atteignent pas aux lieux des musées, bien sûr, hôtels de ville, salles des fêtes, bibliothèques, etc. Conclusion, bien des destructions seront inévitables, mais un coup de frein est donné, car les églises vont faire partie de notre environnement, il faut les réinsérer dans la vie active. Voilà. Alors, depuis 40 ans, on peut se demander, quoi de neuf, docteur? Que s'est-il passé? Alors, dans ces mêmes années, je le rappelais ce matin, on annonçait, certains annonçaient plutôt, là que je les avais cités, qu'ils disaient entre 18 000 et 20 000 églises allaient disparaître du paysage à la fin du XXe siècle. Dire cela, à la limite, c'était peut-être envisageable, possible. Certains disent aujourd'hui qu'il y en a entre 5 et 15 000 qui vont disparaître dans les 30 ans qui viennent. Mais c'est faire fi, et c'est faire surtout preuve de manque de confiance. Faire preuve de manque de confiance. D'abord, dans des journées comme celle-ci, et je remercie Servan Desmoulins d'avoir réuni une table ronde aussi riche. Je trouve que ceux qui ont bien noté et bien écouté, on a été comblés de bonnes nouvelles. L'une des plus importantes et l'une des plus neuves, à mon sens, nous a été donnée par Monseigneur Habert, qui nous a annoncé, à travers le groupe de réflexion qu'il anime avec ses frères évêques, ce profond désir de l'Église de rentrer en dialogue avec les élus, avec le monde de la culture, avec les associations patrimoniales et avec les fidèles. Là, on sent, et Monseigneur, j'espère que ce n'est pas qu'un vœu pieux, que ça va se traduire et que vos frères évêques vont reprendre ça aussi à leur compte. Je pense que là, il y a le gisement ou l'amorce d'une véritable impulsion qui sans doute sera profitable à nos églises. Et voilà. Alors, bien sûr, quand on parle des églises, on peut toujours voir le verre à moitié vide. Et là, on fera un constat pessimiste en disant tout fout le camp. On a entendu un petit peu, les héros sont un peu fatigués. Est-ce que les jeunes seront au rendez-vous? Est-ce qu'on arrivera à transmettre? Est-ce qu'on ne vit pas sur des générations qui font, parce qu'elles ont peut-être été
catéchisés sont encore sensibles à ce patrimoine. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, stop. Il n'y a que deux solutions. La première, c'est celle que vous avez démontrée aujourd'hui. J'ai envie de dire, mettons-nous à l'école d'Alençon, quoi. L'école d'Alençon, c'est celle qui a été portée un peu par votre président ce matin. C'est celle que j'ai entendue aussi à travers Monseigneur Habert. Tout se passera dans un dialogue bienveillant les uns des autres, respectueux des uns des autres. Je pense que c'est entre les affectataires et les communautés catholiques qui ont en charge ces églises, les élus, le monde de la culture, le monde des associations patrimoniales et de leurs mécènes, et les fidèles, que se passera quelque chose qui sauvera nos églises. Dans les années 70, personne ne pouvait imaginer qu'en 1980, les années patrimoine, donc initiées par Valéry Giscard d'Estaing puis Jacques Lang, lanceraient un engouement tel pour le patrimoine. On est arrivé aujourd'hui à un degré de conscientisation, c'est pas un mot pour moi ça, de conscientisation de la population vis-à-vis de son patrimoine qui est inégalé. On n'a jamais connu ça dans le passé. Et ces années patrimoine ont restauré nos églises. Je vous dis, on restaure, à la limite. C'est même un paradoxe. On a de moins en moins de prêtres, une chute de la pratique religieuse, et en même temps, on n'a jamais restauré d'église en 20 ou 30 ans que dans les décennies précédentes. Il ne faut pas rêver, il n'y a pas eu d'âge d'or des églises autrefois. Quels qu'étaient les siècles, les questions, elles reviennent sans cesse. Depuis le concile d'Antioche, au début du christianisme, IVe siècle, on se pose la question de l'avenir du patrimoine ecclésiastique et de leur inaliénabilité. Encore un autre mot qui n'est pas fait pour moi. Donc, faisons confiance. Et des marques de confiance, on en a reçu aujourd'hui. J'en ai une devant moi avec Olivier Drohan, lorsqu'il arrive à mobiliser des jeunes des écoles de sciences politiques pour faire l'inventaire des œuvres que recèlent nos églises, les faire restaurer, les faire réapprendre et finalement les refaire parler. Car une fois restaurées, ces œuvres, elles redisent quelque chose du message chrétien. On a eu aussi des preuves qu'il faut faire confiance à cette jeunesse aussi, à travers le sondage que nous a donné Bruno Morel tout à l'heure. Ce sondage auprès de 440 jeunes entre 18 et 25 ans, vous avez écouté comme moi les réponses. Je veux dire, elles sont presque inespérées. Enfin, peu de nous, peut-être, excusez-moi, j'ai tendance à parler trop près du micro, les espérer, peut-être. Hein. Ils veulent des églises qui aient du sens, qui soient libres d'accès et gratuites. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, alors, on fourmille d'initiatives. Yann Selton nous a rappelé ce que faisait Philippe Abjean, notamment en Bretagne, qui rachète des édifices, qui arrive. Voilà, et autour de Philippe Abjean, il y a tout un groupe de jeunes qui se mettent en route autour des pèlerinages et tout ça. Je pourrais vous citer, moi, dans le Nord, un jeune garçon d'origine portugaise qui s'appelle Thomas Sanchez, qui a créé Chapelle & Co. et qui se met. Alors, c'est un garçon de rien du tout, enfin de rien du tout, c'est pas un jugement de valeur, mais qui n'a pas de moyens, qui a juste de la volonté, qui fédère quatre copains avec lui et qui restaure tout le petit patrimoine dans les environs de l'île Robert-Tourcoing. Et quand on gratte, on découvre plein de choses comme celle-ci. Donc, mettons-nous à l'école d'Alençon, c'est-à-dire dialoguons, écoutons-nous, travaillons ensemble, raisonnablement, ne perdons pas le sens de ces édifices, parce qu'ils ont encore beaucoup de choses à raconter, et derrière eux, ce sont aussi des hommes qui parlent, et puis faisons confiance. C'était un peu ce que j'avais envie de conclure. Je ne sais pas si Servan, je remplis bien la mission ainsi, mais je ne dirais pas ite messaes, parce que rien n'est dit, et tout reste à faire. Je vous remercie de votre attention.